Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle le système de fichiers. Alors, un système de fichiers, ou bien file system en anglais, définit l'organisation d'un disque dur ou bien d'une partition d'un disque dur. Mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est une structure de données qui permet de stocker des informations et de les organiser dans des fichiers. Donc, dans des fichiers sur les disques durs, les disquettes, les CD-ROM, etc. Donc, il existe un certain nombre de systèmes donc de fichiers qui dépendent du système d'exploitation. Par exemple, si vous êtes sous Windows, vous avez donc les fameux FAT16, FAT32, NFS, XFS. Si vous êtes sur Linux, vous allez travailler donc au fur et à mesure avec l'évolution de Linux. Donc, on a eu droit à X2, X3, X4. Si vous êtes sous Mac, vous allez travailler avec HFS, HFS+, et actuellement, on travaille avec AP, donc AFS, Apple File System, AF, c'est le standard sous Mac. Alors, si vous regardez les fichiers, et sous Linux, tout est fichier, donc tout est fichier, les répertoires sont des fichiers particuliers, les liens sont des fichiers, les périphériques sont représentés par des fichiers, etc. Donc sous Linux, donc la philosophie c'est que tout est fichier. Alors si vous prenez un fichier de données, il va être décrit par ce qu'on appelle des métadonnées. Les métadonnées sont conservées dans ce qu'on appelle une inode. Alors, une inode, c'est quoi? C'est tout simplement, entre parenthèses, disons qu'il s'agit d'une table où il y aura des informations concernant le fichier donné, telles que le nom du fichier, le nom du propriétaire, le nom du groupe, la date de création, la date de modification, la taille en bloc, et ainsi de suite. Parce que les fichiers sont stockés sur le disque dur sur ce qu'on appelle des blocs. Il y a une taille minimale de blocs sur un disque dur. Lorsque vous allez stocker un fichier, il va occuper un certain nombre de blocs. Et dans le dernier bloc, il se peut que le fichier ne remplisse pas complètement le bloc, il va faire remplir juste une partie du bloc. Et donc, dans ce qui va rester, l'espace vide dans le bloc, on ne va pas pouvoir mettre autre chose. Donc, il va rester vide. Donc, ça va être un petit peu, disons, du gaspillage. Mais c'est comme ça que ça marche. Et pour pouvoir afficher l'information concernant donc un fichier donné, c'est-à-dire afficher donc son inode, il existe une commande sur Linux qui s'appelle stat. Alors, vous saisissez stat suivi par exemple par le nom d'un fichier, il va vous donner donc, il va dumper donc toute l'information qu'il y a dans l'inode. Donc, vous allez avoir droit donc au nom du fichier, la date de création, la date la dernière fois auquel on a accédé au fichier, la date de changement, sa taille en bloc, et ainsi de suite, ainsi que la taille du bloc, etc. Donc, toutes les informations disponibles au système concernant le fichier. Alors que le fichier lui-même va être stocké sur le disque dur ailleurs. Donc, l'inode, il est indépendante du fichier. L'inode, va contenir l'information sur le fichier avec des pointeurs sur les blocs où se trouve le fichier. Quant au fichier lui-même, il va être mis dans un certain nombre de blocs sur le disque dur, donc sur lesquels va pointer l'inode. Alors, si vous considérez donc les fichiers, ou bien les fichiers et les dossiers sous Linux, donc ils vont être stockés dans ce qu'on appelle des répertoires. Les répertoires eux-mêmes vont pouvoir contenir d'autres répertoires qu'on va appeler des sous-répertoires. Ils vont pouvoir contenir aussi des fichiers. C'est ce qu'on a vu dans le cours de Linux, donc dans le cours de semestre. Il existe un certain nombre de commandes pour pouvoir faire la gestion de ces fichiers-là. Créer des fichiers, les copier, les effacer, changer leur nom, etc. Alors, les différents répertoires sous Linux, ils sont disposés en arborescence. Arborescence, donc il y a le mot arbre. C'est un arbre, mais qui est inversé. C'est-à-dire la racine, elle est au-dessus, et donc on va avoir des branches qui vont pointer vers le bas. Alors, la racine, lorsqu'on considère l'arborescence de Linux, donc il a à la base ce qu'on appelle une racine, tout simplement, bien en anglais, root. Et donc, il est représenté par le symbole slash. Slash, ce n'est pas le backslash, c'est le slash. Donc, vous voyez par exemple ici sur le slide, donc vous avez le répertoire root. Il y a un certain nombre de répertoires importants que vous allez trouver dans toutes les solutions Linux. Donc, par exemple, user, il y a bin, il y a dev, il y a etc, il y a home, et donc, ainsi que d'autres répertoires.
Alors, on va passer en revue quelques-uns de ces répertoires, qu'est-ce qu'ils peuvent contenir. Alors, par exemple, donc si vous considérez ces répertoires qui se trouvent sur la racine, donc ils sont au premier niveau, il y a un certain nombre de répertoires très importants qu'il faut connaître. Par exemple, si vous considérez le répertoire ETC, alors le ETC, il va contenir ce qu'on appelle les fichiers du système, donc les fichiers de configuration. Donc là, vous allez avoir un certain nombre de fichiers de configuration qui sont disposés dans des répertoires à l'intérieur de ETC. Donc, on va revenir sur ces fichiers-là pas mal de fois. Donc, c'était un répertoire qu'il faut très bien connaître parce qu'on fait de l'administration Linux ou bien on fait de la sécurité sur Linux tout simplement. Vous avez aussi un autre répertoire qui s'appelle boot. Donc, bien sûr, comme son nom l'indique, donc le répertoire boot va contenir des fichiers, des dossiers qui sont nécessaires au démarrage du système, donc à la phase de boot. Donc, il y aura donc les fichiers nécessaires au démarrage du système, ainsi que le programme responsable du chargement du système d'exploitation qu'on appelle un bootloader, ou bien un chargeur de boot. Vous avez aussi, par exemple, le dossier lib qui va contenir des bibliothèques partagées et les modules du noyau, donc qui sont utilisés par le noyau et d'autres programmes. Vous avez le répertoire bin qui va contenir donc les commandes usuelles indispensables à l'utilisation du système. Vous avez le répertoire home, donc c'est la ville qui va contenir les maisons, donc, ou bien le village qui va contenir les maisons de tous les utilisateurs. Chaque utilisateur aura un répertoire propre qui va se trouver à l'intérieur de home. Donc à l'intérieur de home, vous allez avoir le répertoire de tous les utilisateurs et bien sûr dans chaque répertoire d'utilisateurs, il va y avoir un certain nombre de répertoires et de fichiers qui sont propres à cet utilisateur et qui ne sont accessibles que par l'utilisateur lui-même. Les autres utilisateurs ne peuvent pas voir les dossiers des utilisateurs qui sont à côté. Il y a aussi donc le répertoire SBIN, qui est comme le répertoire bin, il va contenir des outils, des exécutables, mais les exécutables qui se trouvent dans SBIN, donc le S c'est pour le système, vont être dédiés donc à la gestion du système. Donc ils ont des droits d'accès un peu, disons, plus importants parce qu'ils peuvent modifier le système. Et donc en général, donc c'est pas en général, mais donc seul l'administrateur a le droit d'accéder donc aux applications qui vont se trouver dans le SBIN. Vous avez aussi un autre répertoire très important qui va contenir une arborescence assez riche, donc beaucoup de ce répertoire qui va s'agrémenter au fur et à mesure que vous installez des applications, qui s'appelle user. User, donc USR, là il va contenir donc des commandes et des applications que les utilisateurs vont pouvoir utiliser et chaque fois que vous installez des applications, ils vont ajouter des répertoires sur user. Vous avez aussi un répertoire qui s'appelle var. Alors, le répertoire var, il va contenir ce qu'on appelle donc les fichiers dont les contenus varient en fonction de l'utilisation des systèmes, tels que les bases de données, les fichiers de log, etc. Donc, le système il est en train de tourner, il y a des fichiers qui vont changer au fur et à mesure. Donc, ces fichiers-là qui sont susceptibles de changer en fonction donc, du fonctionnement du système, ils sont mis dans le dossier var. C'est le système qui s'occupe de ça, bien sûr. Et vous avez deux autres répertoires très importants, donc ils ne contiennent pas vraiment des fichiers, donc ils contiennent ce qu'on appelle des fichiers virtuels, donc c'est surtout le cas pour le répertoire POS, et vous avez le répertoire dev. Le dev c'est pour devices, donc les périphériques. Alors donc à l'intérieur de dev, vous allez avoir un certain nombre de fichiers, mais qui ne sont pas vraiment des fichiers, ce sont des points d'accès aux périphériques. Donc vous allez avoir par exemple TTY1, donc il va accéder donc au premier terminal, TTY2 qui va accéder au terminal de un second terminal, etc. Donc votre imprimante, votre CD-ROM, etc. Tout ça, tous ces périphériques vont avoir des fichiers dans le dossier dev. Et lorsque vous accédez à ces fichiers-là, vous êtes en train d'accéder directement à votre périphérique. Vous avez le dossier PROS, donc on appelle en général donc le système de fichiers virtuel. C'est le point d'accès aux informations. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier PROS? Donc, vous avez un certain nombre d'informations. Donc, lorsque vous allez faire l'affichage du dossier PROS, vous allez voir des fichiers. Mais ce ne sont pas vraiment des fichiers, c'est ce qu'on appelle des fichiers virtuels. Et dans les noms vont représenter les informations qu'il y a à l'intérieur de ce fichier-là. Ces informations
sont des listes, des tables, des variables, donc qui sont utilisées par le noyau et le processus. Pour illustrer ça, donc on va voir un petit exemple. Par exemple, si vous voulez voir ce que vous avez dans le dossier PROS, vous allez avoir un certain nombre de fichiers qui vont contenir des informations sur le système. Par exemple, si on considère le fichier, il y a un fichier qui s'appelle CPU info. CPU info, comme son nom l'indique, il va contenir des informations relatives au CPU que vous avez sur votre machine. Donc l'exemple que l'on va voir, il est pris donc Red Hat Enterprise Linux, le livre Red Hat Enterprise Linux, donc le guide de référence du chapitre 5. Donc si vous faites la commande cat, donc pros CPU info, vous allez afficher le contenu de CPU info, vous allez l'afficher sur l'écran. Voilà ce que vous pouvez avoir sur, pour un exemple donné, par exemple sur cette machine sur laquelle on a utilisé la commande cat pros CPU info, on a eu droit à l'information suivante. Donc vous allez voir le nom du fabricant du processeur, donc on voit que c'est un processeur AMD. Donc vous allez avoir le nombre de donc un certain nombre d'informations concernant ce processeur, tel que le modèle, le nom du modèle, donc la vitesse, donc disons la fréquence de la CPU, la taille de la cache physique qu'il y a, est-ce qu'il y a un processeur mathématique, et ainsi de suite, et ainsi que un certain nombre d'informations concernant votre processeur. C'est la même chose pour d'autres informations relatives au système sur lesquelles vous allez trouver des fichiers. Donc, il y a un certain nombre de fichiers qui vont contenir des informations sur le système dans le dossier PROS que vous pouvez donc afficher à l'aide de commandes telles que cat ou bien more ou bien ls.